Bonsoir les limiers du mardi, soyez les bienvenus. Ce soir pour notre 16e enquête, je vous propose une vidéo un peu plus interactive encore que d'habitude. Mais d'abord le générique et je vous en reparle tout de suite après. Pour notre 16e enquête, j'ai décidé de changer un peu les règles du jeu. En effet, à la fin de cette vidéo, vous verrez apparaître ici un logo comme celui-là. Quand vous le verrez apparaître, n'hésitez pas à cliquer dessus pour donner votre réponse. Car aujourd'hui, pour cette vidéo, je veux juste savoir si vous arrivez à faire la différence entre une vraie histoire criminelle et une fausse, inventée de toutes pièces par moi-même. Je veux donc vous narrer un fait divers, à vous à la fin de me dire si ce dernier est vrai ou non. En 1918, à la Nouvelle-Orléans, l'homme à la hache terrorisa toute la ville, semant la peur et la panique partout où il passait. Ce tueur en série était décrit comme une grande silhouette sombre et insaisissable brandissant une hache. Il pénétrait dans les maisons de ses victimes d'une façon si étrange que beaucoup de personnes ont pensé que c'était un démon. Mais revenons-en aux faits en eux-mêmes. Le 23 mai 1918, Joseph Maggio et son épouse Catherine furent assassinés dans leur appartement situé juste au-dessus de leur épicerie. Ils avaient été égorgés avec une lame de rasoir, puis le tueur leur avait fracassé le crâne avec une hache. Catherine était morte sur le coup, mais son mari survécut jusqu'à l'arrivée de ses frères. Cependant, il mourut en leur présence sans avoir pu décrire leur assassin. Le 27 juin de cette même année, vers 7 h du matin, le boulanger John Zonka, qui faisait sa tournée habituelle, découvrit les corps de Louis Bézumet et Harriet Love, sa maîtresse. Tous deux avaient eu le crâne fracassé par une hache. Ils baignaient dans leur propre sang, mais étaient encore en vie. Le meurtrier s'était introduit chez eux en découpant un panneau de la porte d'entrée. Et il avait abandonné sur les lieux du crime un ciseau à bois qui lui avait permis de découper le bois de la porte d'entrée, ainsi que sa hache ensanglantée. Les soupçons furent d'abord portés sur un voleur. Cependant, rien n'avait été dérobé dans la maison, ni bijoux, ni argent qui pourtant étaient aux yeux de tous. Les policiers menèrent l'enquête, mais en vain. Aucun suspect n'avait été identifié. Cependant, un détective du nom de John D'Antonio affirmait avoir découvert une similitude avec des crimes réalisés en 1911 et qui présentaient de grandes similitudes avec ceux du tueur à la hache. Mais ce dernier n'avait également pas été retrouvé. Comme vous pouvez l'imaginer, la panique dans la ville était telle que les gens se mirent à arriver au poste de police pour dénoncer avoir vu une silhouette, un homme, quelqu'un en tout cas, qui traînait dans leur quartier, et tous ceux qui passaient et nous paraissaient suspects étaient dénoncés à la police. Cependant, d'une manière beaucoup plus inquiétante, les policiers relevèrent certaines déclarations, toutes émanées d'épiciers disant avoir retrouvé dans leur cour intérieure ou près de leur porte une hache. Le 14 mars 1919, soit presque un an après le premier crime, le rédacteur en chef du New Orleans Times reçut un étrange courrier signé par l'homme à la hache. Je vais vous en lire ici quelques extraits. Estimés mortels, ils ne m'ont pas pris et ils ne le feront jamais. Ils ne m'ont jamais vu car je suis invisible, tout comme les terres qui entourent votre terre. Je ne suis pas un être humain, mais un esprit et un démon de l'enfer le plus chaud. Je suis celui que vous, Néo-Orléanais, et votre folle police appelée l'homme à la hache. Sans aucun doute, vous, Néo-Orléanais, pensez que je suis un meurtrier des plus horribles, ce que je suis, mais je pourrais être bien pire si je le voulais. Si je le souhaitais, je pourrais visiter votre ville tous les soirs. Je pourrais tuer des milliers de vos meilleurs citoyens à volonté, car j'en suis en relation étroite avec l'ange de la mort. Je suis très friand de musique jazz, et je jure par tous les diables des régions basses que chaque personne chez qui se trouvera un groupe de jazz en train de jouer au moment que je viens de mentionner sera épargné. Si tout le monde a un groupe de jazz, bien, alors tant mieux pour vous les gens. La chose est sûre, c'est que certains d'entre vous qui n'écouteront pas de jazz mardi soir, s'il y en a un, goûteront à ma hache. Et l'homme à la hache de conclure par ces mots. Eh bien, comme j'ai froid et que je me languis de la chaleur de mon Tartare natal, il est temps que je quitte votre maison terrestre et que j'arrête mon discours. En espérant que vous voulez bien publier cela, ce qui pourrait vous convenir, j'ai été, je suis et je serai le pire esprit qui ait jamais existé, que ce soit dans la réalité ou dans le royaume de la fantaisie. Signé l'homme à la hache. Cependant, comme souvent, certains ne se laissèrent pas intimider et écrivirent même à l'homme à la hache via le journal
en lui disant qu'ils laisseraient leur porte ouverte afin que ce dernier n'abîme pas quelque chose en entrant pour les tuer. Et dans la nuit du mardi 18 mars 1919, la ville se remplit de musique jazz. Durant toute la nuit, la ville vécut au rythme du jazz. Et quand le jour se leva, les citoyens purent constater qu'il n'y eut aucun mort. Et les néo-orléanais ont bien pensé que l'homme à la vache avait tenu sa part du marché et étant satisfait de la musique jazz qui avait joué toute la nuit dans la ville, n'avait pas commis de victime et n'en commettra plus. Car effectivement, depuis cette date et jusqu'au 2 septembre, aucun crime n'a été commis à la Nouvelle-Orléans. Car ce jour-là, le 2 septembre, une horrible tentative de meurtre fut de nouveau commise. Un pharmacien, apercevant une haute silhouette munie d'une hache, lui tira 3 fois dessus. La silhouette s'enfuit, laissant derrière elle une hache. La ville comprit aussitôt que l'homme à la hache était de retour. Le lendemain, le 3 septembre, au beau milieu de la nuit, Sarah Lohman s'est fait agresser dans son sommeil. Ce n'est seulement que le lendemain matin que ses voisins, n'ayant pas de réponse de sa part, ont été voir et ont retrouvé la jeune fille baignant dans son sang, la tête fracassée. Heureusement pour elle, elle ne décède pas de ses blessures. Cependant, elle a un grand vide total de l'agression et ne se rappelle de rien. Elle ne peut donc ni décrire l'homme, ni décrire les circonstances dans lesquelles elle a été attaquée. Et de nouveau, à la suite de ces tentatives d'assassinat, la ville de la Nouvelle-Orléans comprit que l'homme à la hache était de retour et que personne n'était à l'abri de ses attaques. Au cours de la nuit du 27 octobre 1919, Mike Pepitone, épicier de son état, a été également agressé. Sa femme, qui dormait dans la chambre d'à côté avec ses 6 enfants, a entendu du bruit. Quand elle s'est levée, elle a aperçu une grande silhouette d'un homme tenant une hache. Ce dernier l'a abandonnée sur place et quand elle s'est dirigée vers la chambre de son mari, elle l'a trouvé mort, le crâne fracassé à coups de hache. Étrangement, le meurtre de Mike Pepitone fut le dernier. Le tueur était reparti comme il était venu, d'une façon inexplicable. La police avait mené son enquête convenablement, ils avaient eu un nombre incalculable de suspects, ils avaient interrogé tous les témoins potentiels, mais cela n'avait abouti à rien. Le criminel n'a jamais été retrouvé et personne n'a jamais su qui se cachait derrière l'homme à la hache. Cependant, au plus grand bonheur des néo-orléanais, il ne refit jamais son apparition. Alors, les limiers du mardi, selon vous, cette histoire est-elle réelle ou l'ai-je inventée de toutes pièces? C'est à vous de jouer en voyant apparaître là ce petit logo que je vous ai présenté au tout début de la vidéo et de voter pour savoir si oui ou non cette histoire est réelle. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la réponse à cette énigme et je vous souhaite une bonne enquête à toutes et à tous.